Est-ce que j'ai pas besoin de m'approcher? C'est bon avec mon micro? Tout va bien? Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Cela prouve que cette thématique touche énormément de monde, ce qui est normal. Je suis très heureuse d'être là ce soir parmi vous et puis très honorée aussi, et je tiens bien sûr à remercier la Maison de l'Histoire de m'avoir invitée à donner une conférence sur une thématique qui est très sensible aujourd'hui et de l'axer sur plutôt les rapports historiques entre l'Ukraine et la Russie. Toutefois, avant de passer, disons, à l'exposé historique proprement dit, je souhaiterais faire quelques remarques en introduction qui me semblent importantes. Donc, selon les estimations, le conflit en Ukraine a fait plus de 4 300 morts, 10 000 blessés environ, plus d'1 million de déplacés. Cette Ukraine, aujourd'hui meurtrie, éveille les passions depuis déjà maintenant une année. Cette Ukraine impose également des lignes de partage, et ce que l'on remarque, c'est que depuis le début du conflit, la vision est binaire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté ceux qui sont pour, et de l'autre côté ceux qui sont contre la Russie. Et puis, il y aurait deux Ukraines, une Ukraine pro-russe et séparatiste, une Ukraine pro-ukrainienne et européenne. Pour le pouvoir ukrainien, les séparatistes de Donetsk et de Lugansk sont des terroristes. Pour le pouvoir russe, les pro-Maïdan sont des fascistes. En quelque sorte, on pourrait dire que le prochain a perdu toute figure humaine. Les familles, les amis, les collègues aussi se déchirent et parfois, nous préférons, depuis le début de ce conflit, ne pas l'évoquer tout simplement pour éviter de nous brouiller. J'aimerais rappeler ici que lorsque l'Ukraine est apparue sur la scène internationale en 1991, avec la chute de l'Union soviétique, l'Occident ne savait presque rien de ce pays, voire rien du tout. Et donc, il nous a fallu apprendre à percevoir l'Ukraine comme un État indépendant et souverain. Cela nous a concernés, nous, les spécialistes de la Russie, ce qu'on en appelait les russisants, qui avions été formés, comme c'est mon cas, à l'époque encore très soviétique, de la perestroïka, et qui, il faut le dire, avions été nourris au biberon d'une vision russo-centrée, très largement adoptée par l'historiographie occidentale. Alors, en ce qui me concerne plus personnellement, outre le fait que le destin d'une partie de ma famille est lié tant à la Russie qu'à l'Ukraine, j'ai eu la chance, car je pense que ce fut une chance, d'être sensibilisée à cette question grâce à un professeur que beaucoup d'entre vous ici connaissent, le professeur Georges Niva, qui au tout début des années 1990 a très vite compris l'importance qu'il y avait de sortir de cette vision russo-centrée. Et donc, très rapidement, une recherche financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, qui s'est accompagnée de plusieurs voyages en Ukraine, m'ont permis de découvrir de mes propres yeux cette Ukraine en quelque sorte renaissante et de m'ouvrir ainsi aux visions plurielles de l'histoire. Alors évidemment que depuis la perestroïka, la situation a radicalement changé, et s'il avait été incongru d'offrir dans les années 1980 un cours spécifique sur l'histoire de l'Ukraine, eh bien aujourd'hui à l'Université de Genève, nous enseignons un cours sur l'histoire de la Russie et un cours sur l'histoire de l'Ukraine. Mais bien sûr, cela ne signifie en aucun cas que nous percevions ces deux espaces comme des espaces nationaux fermés. Au contraire, nous privilégions les connexions, les histoires partagées, les visions croisées. Alors, nombreux sont ceux qui considèrent toujours aujourd'hui que la nation ukrainienne est artificielle, comme le serait d'ailleurs sa langue. Or, on sait pourtant bien, depuis les travaux de nombreux historiens qui l'ont montré, que les nations modernes sont toujours le fruit d'une construction politique, économique, culturelle, sociale, et cela s'applique bien sûr à l'Ukraine, mais aussi à la Russie, mais aussi à la France, mais aussi à la Suisse, et on pourrait citer bien sûr de nombreux autres pays, voire tous les États. Enfin, certains considèrent que l'Ukraine est une composante de la Russie, et que l'État ukrainien, dans ses frontières actuelles, est dû à Staline et à la Seconde Guerre mondiale. Pour d'autres, en revanche, la nation ukrainienne est l'expression moderne d'une réalité historique, linguistique et culturelle ancienne. Et le peuple ukrainien aurait toujours lutté depuis très longtemps pour son indépendance nationale. On le voit, aujourd'hui, ces deux visions continuent continuellement de s'entrechoquer. En tout état de cause, ce que l'on veut dire aujourd'hui, c'est que l'Ukraine est en état indépendant,
un État qui est reconnu par le monde entier, et c'est pourquoi proposer, comme le fait par exemple l'écrivain russe Édouard Limonov, de dépecer l'Ukraine, de la démanteler et au fond d'en donner en morceaux à chacun des anciens empires, est bien sûr ridicule. Mais c'est aussi dangereux parce que combien y a-t-il d'États dans le monde que l'on pourrait décider, en se fondant sur des justifications historiques, de démanteler ou de dépecer? Autre remarque qui me semble importante, l'Ukraine est perçue comme un lieu européen. Et l'Union européenne considère donc comme normal le souhait d'une partie des Ukrainiens de s'éloigner de la Russie, perçue très souvent ici comme un monde oppresseur, comme un monde qui est accusé de rejeter les principales valeurs européennes, nos valeurs européennes. C'est toute la question de l'accord d'association qui aurait dû être signé en novembre 2013 entre l'Ukraine et l'Union européenne estimant qu'elle n'avait pas à prendre en considération la force des liens russo-ukrainiens, ni l'importance d'un héritage historique commun, qui est revendiqué aujourd'hui encore par nombre d'Ukrainiens, et d'historiens aussi d'ailleurs. La Russie, de son côté, considère qu'elle a un droit, disons, naturel sur cette région, qui est son espace d'influence. Donc, on le voit bien, en la Russie et en l'Ukraine sont focalisées des questions qui nous interpellent tous. Les frontières de l'Europe, celles de l'Union européenne aussi, les rapports à la Russie et à l'Ukraine, et puis les relations que l'on souhaite établir avec ces deux États, bien sûr la géopolitique internationale, et puis finalement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors là, ce soir, la géopolitique ne sera pas au centre de mon exposé, elle est largement présente dans les médias, peut-être trop même, et pour mieux comprendre la complexité des liens historiques de la Russie et de l'Ukraine, et pour mieux comprendre aussi pourquoi les protagonistes de chaque camp, en fait, reviennent sans cesse sur les événements du passé, comme on peut le voir sur cette photo, eh bien, je retracerai l'histoire partagée de l'Ukraine et de la Russie en me concentrant sur quelques grands nœuds de l'histoire dans le temps qui m'a imparti, ceux autour desquels s'expriment des mémoires en Ukraine et en Russie, aujourd'hui fortement divisées. Et bien sûr, l'histoire ne dicte pas comment il faut agir, mais elle permet quand même de voir les choses un peu en relief. Tout d'abord, premier constat et première constante. Les deux régions, voilà une carte de l'Ukraine actuelle. Oui. Donc les deux régions ukrainiennes les plus éloignées, donc l'ouest, avec la Galicie et sa capitale qui est Lviv, et l'est, donc le Donbass, offrent deux visions différentes de l'histoire. Les monuments d'ailleurs qui ornent ces villes en témoignent largement. Et ces deux visions différentes de l'histoire sont fondées sur des vécus historiques différents. Et ce que l'on remarque, c'est que la Russie est à chaque fois au centre de ces visions antagonistes. Or, depuis 1991, aucun pouvoir politique en Ukraine n'a pu réconcilier finalement ces visions antagonistes autour d'un noyau mémoriel convergent qui soit susceptible de réunir tous les Ukrainiens de toutes les régions et non pas de les diviser. Alors, le premier grand nœud historique, on va remonter très loin, mais je passerai assez rapidement, ne vous inquiétez pas. Le premier grand nœud historique concerne l'émergence même de l'État russe et de l'État ukrainien. Et donc ici, il faut savoir qu'au Xe siècle, ni l'Ukraine ni la Russie n'existent sous cette appellation. Par contre, il existe un ensemble politique et culturel qui porte le nom de Rousse et qui a adopté le christianisme de rite byzantin en 988. Ces villes les plus importantes, ce sont Kiev, donc c'est Kiev au sud, et plus au nord, la vieille ville, l'ancienne ville de Novgorod. Au XIe siècle, cet État couvre le territoire d'une partie de l'Ukraine actuelle, de la Biélorussie et le nord-ouest de la Russie. Par contre, comme on le voit ici, les steppes du sud sont plutôt le territoire des tribus nomades. Alors pour diverses raisons, sur lesquelles je ne m'attarde pas, cette Rousse, cet État florissant du XIe siècle, va se morceler en plusieurs principautés régionales indépendantes. Je mentionne les plus importantes, Vladimir Souzdal au nord-est,
Novgorod au nord-ouest, Polotsk, qui correspond à une région de la Biélorussie actuelle, et puis la Galicie, la principauté de Galicie-Volhynie, qui d'ailleurs va rapidement, au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, va englober une partie de la Rousse méridionale, dont la ville ou l'ancienne principauté de Kiev. Alors l'éclatement de cette rousse est achevé en fait avec l'invasion mongole de 1240, qui va placer tout ce territoire ici qu'il maîtrise sous sa domination, et cela jusqu'en 1480, avec toutefois des niveaux variables selon les régions. Et donc c'est durant la domination mongole que Moscou, la principauté de Moscou, une petite principauté au départ, va s'affirmer face aux autres principautés. Et d'ailleurs, en 1326, Moscou est déjà assez importante pour que le métropolite de la Rousse, donc le chef religieux de la Rousse, s'y installe, ce qui va encore grandement renforcer le prestige des princes de Moscou auprès de la population slave orientale orthodoxe. Alors, comme on le voit sur cette carte, eh bien, en 1349, le royaume de la Galicie est incorporé au royaume catholique de Pologne. Et lorsque le grand-duché de Lituanie, qui est uni en fait depuis 1386 à la Pologne, va opter pour le christianisme romain, c'est-à-dire pour le catholicisme, eh bien, Moscou, qui est située ici, va se considérer comme l'héritière légitime de la Rousse orthodoxe, même si une grande partie des territoires de la Rousse, dont Kiev, comme on le voit ici, lui échappe encore largement. Alors en 1480, Moscou, officiellement, rejette la domination mongole. C'est désormais un puissant État orthodoxe indépendant. Ainsi, la première question qui se pose dans l'historiographie et dans les débats historiques, c'est finalement qui est l'héritier de la Rousse. Alors, pour l'historiographie russe, donc de l'époque pré-révolutionnaire, impériale, la Rousse est une Russie ancienne, le premier État russe, dont le centre politique et les populations se seraient en fait déplacées au nord-est avec l'invasion mongole qui ravage les territoires situés plus au sud, là où se trouve Kiev. Et donc, on parle alors d'un transfert de pouvoir de Kiev à Moscou, d'autant plus que les futurs tsars de Moscovie descendent des princes de Kiev. Les liens sont donc dynastiques, religieux, culturels. Et dans cette histoire russe, eh bien, on a 4 périodes qui se succèdent, logiquement, la période kievienne, ensuite la période moscovite, puis la période impériale à partir de Pierre le Grand en 1721, lorsque la Moscovie devient officiellement, prend le titre d'empire, le nom d'empire, et Pierre le Grand empereur, et évidemment ensuite la période soviétique qui est la suite logique de cette histoire pré-révolutionnaire en quelque sorte. Au fond, c'est l'histoire telle que je l'ai apprise à l'université. Comme l'a dit un jour Georges Niva, nous étions tous finalement impérialistes sans même le savoir. Ensuite, l'historiographie soviétique va se distinguer légèrement, mais quand même de façon importante, de cette vision. La Rousse de Kiev est définie par certains historiens, en particulier par l'historien Boris Grekov, comme le berceau commun des 3 peuples slaves orientaux, c'est-à-dire justement la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Donc ce qui est important ici, c'est qu'on reconnaît l'existence désormais des 2 autres peuples, c'est-à-dire ce qui n'était pas le cas durant la période impériale, puisque les Biélorusses et les Ukrainiens formaient pour les Russes, pour le pouvoir russe, une composante de la nation russe, mais le discours officiel souligne néanmoins fortement la primauté du grand frère russe sur les autres nations, les peuples slaves orientaux. Et bien sûr, il décrit l'union des peuples slaves orientaux comme un processus logique et qui a bénéficié et qui était bien sûr positif pour tout le monde. Alors, le père de la tendance, disons ukrainophile, certains disent nationaliste, c'est l'historien Mikhailo Grushevski en russe et Hrushevski en ukrainien. Et pour lui, le processus historique ukrainien s'est fait de façon indépendante du processus russe. Et donc, l'historien ukrainien va placer au centre de sa vision
non pas les dynasties et les États, mais les territoires et les peuples, les populations. Et puis surtout, il va contester la thèse russe dans le déplacement des populations de Kiev vers le nord-est suite justement aux invasions mongoles. Il faut d'ailleurs dire que cette thèse est aujourd'hui largement abandonnée par les historiens, et pas seulement les historiens ukrainiens d'ailleurs. Et il n'y aurait pas eu de déplacement massif de la population pour se protéger de l'invasion mongole. Et donc, Khrouchtchevski considère donc que la population et la culture de Kiev n'étaient pas les mêmes que celles de Vladimir, cette ville du nord-est, et Moscou, par exemple, et donc, forcément, logiquement, pour lui, la prétention de Moscou à l'héritage de Kiev est illégitime. Alors, aujourd'hui, c'est une querelle qui perdure, et d'ailleurs, les questions d'héritage historique sont ravivées par le conflit. Il suffit pour cela d'aller voir la page russe de Wikipédia de Rousse Kievienne pour s'en convaincre. Il faut savoir que depuis son indépendance, l'Ukraine met en avant la vision de l'Ukraine russe, Ukraina russe, qui était le nom qui était utilisé par Khrouchtchevski pour son histoire justement de l'Ukraine russe, alors qu'en Russie, dans les milieux scientifiques et dans les manuels historiques, eh bien, le terme qui était utilisé à la période soviétique de Rousse Kievienne, Kievskaya Russe, cède lentement la place à celui de Rousse, donc sans mention de Kiev, de Drevnaya Russe également, mais surtout d'État russe ancien, c'est-à-dire Drevnye Russkoye Gasudarstva, donc sans mention de Kiev. Même si le terme de Rousski se rapporte au terme de Rousse, mais simplement que l'ambiguïté ici reste et surtout le nom de Kiev disparaît, et c'est ce qui déplaît à certains historiens ukrainiens. Et donc, finalement, au fond, la question des termes utilisés est secondaire. Ce qui compte, ce que l'on voit, c'est que dans les deux pays, la vision est, disons, les récits sont nationaux. Dans les manuels d'histoire russe, la Rousse est une proto-Russie, et le rassemblement des terres russes autour de Moscou, c'est en termes officiels que l'on trouve que dans les manuels d'histoire, donc le rassemblement des terres russes autour de Moscou est présenté comme un processus naturel et légitime. Et puis, dans les manuels d'histoire ukrainiens, eh bien, on présente souvent la Rousse comme le premier État ukrainien. Alors j'aimerais toutefois souligner que dans la conception didactique officielle de l'histoire de la Russie, qui est parue il y a une année, en 2013, l'héritage de la Rousse est placé dans la liste des questions difficiles de l'histoire de la Russie. Ce qui n'est pas un hasard, mais ce qui montre quand même qu'on est conscient que cette question n'est pas simple. Alors, le deuxième grand nœud historique est lié à la question de ce que l'on appelle aussi très officiellement la réunification de l'Ukraine à la Russie, ou la réunion de l'Ukraine à la Russie. Et là, je saute au XVIe siècle. Et ce que l'on voit, c'est qu'au XVIe siècle, la Moscovie, bon, ici c'est marqué Russie, mais en fait c'est toujours la Moscovie, a englobé la plupart des anciennes principautés de la Rousse, Novgorod, Tver, etc., Ryazan, enfin toutes ces principautés qui étaient des principautés très importantes auparavant, et qu'elle a pour voisin un État puissant qui est la Lituanie, l'État de Pologne-Lituanie, unie depuis 1386, mais surtout depuis 1569. Et cet État, on remarquera, englobe toujours une partie des territoires ukrainiens, dont la ville de Kiev. Et c'est dans les confins de cette zone que l'on trouve les Cosaques du Dniepr, ou les Cosaques Zaporog, ce qui veut dire les Cosaques d'au-delà du rapide du Dniepr, précisément. Les Cosaques sont en grande majorité slaves et orthodoxes. Il y a parmi eux des populations très diverses, en particulier des paysans qui fuient le servage. Et j'aimerais souligner que le phénomène cosaque n'est pas typiquement ukrainien, puisqu'on retrouve ce même phénomène en Moscovie, avec les Cosaques du Don, de l'Oural, de la Volga, et que tous ces Cosaques, tous ces groupes de Cosaques entretiennent avec leurs pouvoirs respectifs des rapports extrêmement ambigus et complexes. Pourquoi ? Eh bien parce que les Cosaques, sociétés organisées, sociétés armées, militaires, vivent selon leurs propres traditions et selon leurs propres lois, et donc ils sont une source d'instabilité, mais en même temps, ils sont très utiles parce qu'ils louent leurs services, et ce sont donc de véritables troupes auxiliaires, militaires, qui vont protéger les frontières mouvantes et dangereuses des États au sein desquels ils vivent.
Mais voilà, en Pologne, on a un problème religieux qui vient ici se superposer, puisque, comme je l'ai dit, les Cosaques sont en grande partie orthodoxes, or ils sont soumis à un État catholique. Et c'est pourquoi, lorsque pour diverses raisons ils vont s'insurger contre le pouvoir polonais, ils sont soutenus par la grande masse paysanne qui est ukrainienne, orthodoxe, et asservie à la noblesse polonaise ou à la noblesse ukrainienne, mais alors fortement polonisée. Et c'est donc en 1648 que va débuter l'énorme soulèvement de Bogdan Chmielnicki, que l'on voit ici. Je souligne qu'il s'agit d'une des plus importantes révoltes dans l'Europe du XVIIe siècle, mais elle est aussi restée tristement célèbre. Pourquoi? Eh bien, en raison des très nombreux massacres de Juifs dont la révolte s'est accompagnée. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, si dans la tradition ukrainienne, cette révolte est perçue comme une étape fondamentale dans la lutte, finalement, de libération nationale, eh bien, dans la tradition juive, elle est perçue comme un événement, bien sûr, éminemment tragique. Alors, après de longs conflits avec le pouvoir polonais, qui durent plusieurs années, 7 ans exactement, Bogdan Chmielnicki va se tourner vers la Moscovie orthodoxe, qui va accepter à ce moment-là de placer les Cosaques sous son protectorat. Et donc, un accord est signé entre les Cosaques et les Tsars à Péréyaslav, dans une petite ville aujourd'hui, d'Ukraine, en 1654, d'ailleurs, qui porte le nom de Péréyaslav aujourd'hui, Chmielnicki. C'est le nom qu'elle a pris à partir de l'époque soviétique, je reviendrai là-dessus. Et donc, nous avons là notre deuxième nœud historique, car cet accord a suscité de multiples débats, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que s'il s'agissait pour Moscou d'un acte d'allégeance, pour Chmielnicki, cet accord devait permettre aux Cosaques, sous l'égide d'un tsar fort éloigné, en Moscou, d'exercer finalement leur autorité de façon autonome dans leur territoire cosaque. Et là encore, nombreux débats historiques et nombreux débats mémoriels. L'historiographie russe puis soviétique a mis en avant la libération des frères ukrainiens du joug ou de l'impérialisme polonais, et également la réunion à la Moscovie ou à la Russie d'une terre considérée comme historiquement russe. Vous savez qu'on a évoqué très souvent dernièrement le fameux cadeau, entre guillemets bien sûr, de Khrouchtchev, qui a offert la Crimée à l'Ukraine en 1954. Et bien justement, cet événement, qui a donné lieu d'ailleurs chez les historiens et même les contemporains à des interprétations fort diverses, eh bien cet événement a eu lieu en 1954, c'est-à-dire justement lors du 300e anniversaire de la réunion ou de la réunification de l'Ukraine à la Russie, selon les termes officiels, qui a constitué en quelque sorte l'apogée du culte soviétique de Bogdan Chmielnicki, qui avait commencé à la veille de la guerre. Des rues en Ukraine et en Russie prennent alors son nom, des statues sont érigées, des films lui sont dédiés, comme on le voit ici, un célèbre film de l'époque soviétique qui a obtenu le prix Staline en 1942. On est en pleine guerre, et donc tout cela évidemment très symbolique. Et sa figure va orner de nombreux timbres soviétiques, comme il orne aujourd'hui des timbres ukrainiens. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il y a des rues et des statues Bogdan Chmielnicki en Russie, par exemple, comme ici à Omsk. La rue Chmielnicki, qui porte ce nom depuis fort longtemps, s'est même ornée encore en 2004 d'une statue de Chmielnicki. Pourquoi 2004 ? Eh bien parce que 2004, c'était le 350e anniversaire du traité de Péréyaslav. Je rappelle juste pour simplement, parce que cela me semble significatif, qu'au même endroit, jusqu'en 1957, c'est-à-dire l'époque de la déstalinisation, il y avait ici une statue de Staline. Et donc, mais le fait qu'une statue de Chmielnicki soit maintenant érigée donc à Omsk, montre que Chmielnicki incarne encore pour de nombreux Russes et d'ailleurs de nombreux Ukrainiens, finalement, la communauté de destin des deux peuples russes et ukrainiens. Alors, dans la version ukrainienne des événements, eh bien, Chmielnicki est un personnage complexe
Parce que d'une part, il s'est placé sous la protection de Moscou, et donc il a permis finalement à la Russie d'étendre sa domination en Ukraine, et puis également par la suite de l'asservir. Mais d'autre part, ce que l'on sait bien, c'est que pour Khmelnytsky, l'accord avec Moscou n'était pas un acte d'allégeance. Et donc, dans les manuels historiques d'histoire ukrainien, eh bien, il est souvent perçu comme un homme qui a lutté pour l'indépendance de l'Ukraine. Mais en fait, pour l'indépendance ou l'autonomie de l'Hetmanat cosaque, que l'on voit ici, ce proto-État autonome dont la capitale, la Sich, était située sur les îles du Dniepr, près de l'actuelle ville de Zaporozhye, en Ukraine. Et donc, l'Hetmanat cosaque a joué un rôle central dans la conscience ukrainienne. D'abord, il est souvent perçu comme le premier État ukrainien après la Rousse de Kiev. Et puis, les Cosaques, quant à eux, ils symbolisent les traditions démocratiques ukrainiennes qui feraient défaut à la Russie autoritaire. Mais revenons à 1654, lorsque les accords de Péréyaslav vont déclencher une guerre avec la Pologne, entre la Pologne et la Moscovie, et après des années de conflit, eh bien, un accord est signé entre Moscou et la Pologne. Voici cet accord. Désormais, voilà donc le Dniepr avant et ensuite après l'accord, eh bien, désormais, le Dniepr constitue la frontière entre les deux États, la Moscovie et la Pologne. Rive gauche, si on regarde depuis Moscou, à la Moscovie, rive droite à la Pologne. Et finalement, un traité signé en 1686 va accorder définitivement Kiev à Moscou, Kiev qui était d'abord accordé provisoirement à la Moscovie. Et puis l'État cosaque, l'Hetmanat cosaque, eh bien, il est placé sous le protectorat conjoint des deux États. Alors dans ce territoire qui va prendre le nom de Petite Rousse, Malaya Russe, eh bien, les Cosaques vont perdre lentement, mais sûrement, et pour toute une raison sur laquelle je n'ai pas le temps de m'arrêter, leur autonomie. Et finalement, Catherine la Grande, à la fin du XVIIIe siècle, va supprimer l'Hetmanat cosaque et son centre, la Sich. Alors, la question que l'on se pose, que l'on doit se poser, c'est pourquoi la suppression des derniers privilèges cosaques à ce moment-là. Et c'est ici que la Crimée est centrale. Parce que, comme je vous l'ai dit, la domination mongole a pris fin en 1480, mais avant 1480 déjà, eh bien, l'État mongol, qui s'appelait la Horde d'Or, s'était désintégré en plusieurs États indépendants, le Khanat de Kazan, le Khanat d'Astrakhan, ces deux qui font partie de la Fédération de Russie aujourd'hui, et le Khanat de Crimée. Alors, si les deux premiers États, donc les deux premiers Khanats, sont intégrés, sont annexés par la force, par Ivan le Terrible en 1552-1556, donc au XVIe siècle, eh bien, le Khanat de Crimée va conserver son indépendance, une indépendance certes relative, puisqu'il est le vassal et l'allié de l'Empire ottoman qui maîtrise tous ces territoires. Et donc, le Khanat de Crimée maîtrise, outre la péninsule, eh bien, les steppes de la côte donc, nord de la mer Noire. Alors, 2 siècles plus tard, suite à une énième guerre russo-turque, eh bien, la Crimée est intégrée à la Russie, à l'époque justement de Catherine la Grande. Et dès lors, l'Ukraine n'est plus une région frontalière et, en quelque sorte, l'appui militaire des Cosaques devient inutile. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que la mise en valeur des régions du Sud va réellement commencer. Des villes sont créées, Kherson en 1778, Mariupol en 1779. D'ailleurs, les séparatistes se sont arrêtés aux portes de Mariupol, ils sont tout près de cette ville. Sébastopol en 1784, Yekaterinoslav, qui aujourd'hui s'appelle Dnipropetrovsk, qui est une grande ville en Ukraine en 1786, et bien sûr Odessa, qui sera la plus grande ville d'Ukraine au XIXe siècle en 1794. Et ce territoire-là prend le nom de Nouvelle-Russie, un terme que l'on a vu réapparaître très souvent aujourd'hui, puisque depuis que la Moscovie est devenue officiellement un empire, en 1721, durant donc le règne de Pierre le Grand, eh bien les termes de Russe et Maskovia, Moscovie, avaient cédé la place au terme de Rassia, Russie, un terme qui était plus ancien, mais qui était peu utilisé. Et le dérivé de Rassia, ce n'est pas Rus, qui renvoie à
russe, mais bien Rossiyski. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Fédération de Russie n'est pas Russkaya Federatia, mais elle est la Rossiyskaya Federatia, ce qui, en russe, est clairement très différent que Russkaya, on ne pourrait pas dire Russkaya Federatia, qui a une connotation, disons, plus ethnique. Et donc, au départ, ce qui est intéressant, c'est que les territoires de Donetsk et de Lugansk, qui sont aujourd'hui aux mains des séparatistes, ne font pas partie de la Nouvelle-Russie. Celle-ci part d'Odessa, elle passe par Yekaterinoslav et elle va jusqu'à la ville, là où se situe la ville de Donetsk aujourd'hui. Et or, au XIXe siècle, une partie du territoire du Donbass, Donetsk, Lugansk et Mariupol, donc ces régions qui sont aujourd'hui les plus chaudes en Ukraine, eh bien, ce territoire du Donbass est intégré à la province de Yekaterinoslav, donc Dnipropetrovsk, et donc à la Nouvelle-Russie. Par contre, la région située plus au nord, qui fait partie de la province de Kharkiv, aujourd'hui Kharkiv avant Kharkov, qui n'est pas la Nouvelle-Russie. Et enfin, à partir de 1802, eh bien, la Crimée forme le gouvernement de Tauride, c'est le nom ancien, le nom grec de l'époque grecque de la Crimée. Et évidemment qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise le terme de Nouvelle-Russie, donc, sur les territoires mêmes, les séparatistes, comme on les appelle sur ce territoire, mais également des hommes politiques russes, Vladimir Poutine également l'a utilisé, eh bien, marque aux yeux des Ukrainiens que l'on considère que ces territoires sont évidemment toujours russes et qu'on applique en termes historiques qui d'ailleurs a été interdit à l'époque soviétique. Pourquoi? Mais justement pour sa connotation impériale, à un territoire dont les frontières ont été extrêmement mouvantes, ce qui, bien sûr, inquiète fortement les Ukrainiens. Et donc, durant le règne de Catherine II, il faut quand même souligner aussi un autre événement absolument capital pour l'histoire de l'Europe qui a lieu, c'est bien sûr la disparition de la Pologne, qui est partagée entre trois grands États, la Russie, l'Autriche et la Prusse. Et au terme de trois partages, j'ai mis des flèches pour montrer où est le Dniepr. Le Dniepr est toujours nous permet de mieux comprendre les régions. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'au terme du troisième partage, là, ça c'est la Pologne, avant les partages, là, bon, vous voyez bien, il ne reste rien du tout. Et en fait, au terme de ces trois partages, l'Autriche a obtenu, entre autres, la Galicie, la Russie a obtenu les territoires de la rive droite du Dniepr, qui étaient donc polonais, une grande partie donc, du territoire biélorusse, le territoire de la Lituanie, on voit ici la ville de Vilno, qui est bien sûr aujourd'hui la capitale de la Lituanie, et puis le reste de l'Ukraine occidentale. Alors la question qui se pose à ce stade, c'est précisément combien finalement d'Ukraine, puisque au début du XIXe siècle, on distingue donc l'Ukraine de la rive gauche du Dniepr, qui est russe depuis 1654. Là, les élites ukrainiennes sont largement russifiées. Ensuite, l'Ukraine méridionale, ce que justement on appelle la Nouvelle-Russie, où Russes, Ukrainiens, mais également Allemands, Grecs, Serbes, Bulgares, donc des habitants de l'Empire qui appartiennent à l'Empire, qui vivent dans l'Empire ottoman, vont venir s'installer, attirés par les promesses et d'une vie meilleure. Et puis il faut savoir qu'au milieu du XIXe siècle, eh bien, plus de la moitié des Tatars a émigré, en particulier dans l'Empire ottoman. Ensuite, la Russie, ce qu'on appelle la Russie occidentale, c'est-à-dire l'Ukraine de la rive droite du Dniepr, qui était russe, qui est devenue russe suite aux, justement, trois partages de la Pologne. Et là, il faut savoir aussi que les Polonais vont toujours rester le groupe social, économique et culturel dominant. La campagne, par contre, est ukrainienne. Et puis, bien sûr, l'Ukraine autrichienne, c'est-à-dire en particulier la Galicie. Alors, au-delà de multiples différences régionales, on remarque une constante. La population des villes de ce territoire ukrainien est en majorité non ukrainienne. Par exemple, en 1914, on voit que Odessa, qui est d'ailleurs la plus grande ville d'Ukraine, est peuplée de Russes, d'Allemands, de Grecs, de Bulgares, d'Arméniens et bien sûr également de Juifs, puisque je rappelle que la zone de résidence des Juifs recouvre en fait les anciens territoires polonais, l'Ukraine de la rive gauche et la Nouvelle-Russie.
Et donc, le centre de la vie juive est largement situé en Ukraine. Et dans l'Ukraine, donc de l'Empire russe, si 70% de la population est ukrainienne, il faut savoir que 85% de ces 70% sont des paysans. Et on retrouve le même phénomène en Galicie autrichienne. Elle est peuplée d'Ukrainiens, mais 90% d'entre eux sont des paysans. Et à Lviv, les Ukrainiens sont minoritaires. Alors, néanmoins, au XIXe siècle, l'Ukraine est touchée par une forme d'éveil national. En Russie tsariste, on peut citer par exemple le poète Ivan Kotlyarevski, l'historien Mykola Kostomarov, mais le plus célèbre, c'est bien sûr le poète Taras Shevchenko, qui a écrit dans une langue littéraire proche de l'ukrainien parlé et qui est considéré par les Ukrainiens comme le Pouchkine ukrainien, Pouchkine d'Ukraine. Alors en 1846, Mykola Kostomarov va fonder la confrérie des saints Cyril et Méthode, qui était le nom d'ailleurs des premiers évangélisateurs des Slaves. Et ses membres, ils ne sont pas beaucoup, une petite douzaine, rêvent en fait d'une fédération de peuples slaves libérés de l'oppression autocratique, de l'oppression des tsars. Rapidement, ils sont arrêtés en 1847, une année après, de même d'ailleurs que Shevchenko, qui est proche de la confrérie mais qui n'en fait pas partie, mais surtout qui, dans son œuvre, n'a de cesse de dénoncer les inégalités sociales et politiques de l'Empire russe. Le pouvoir russe va l'exiler et il va même lui interdire d'écrire, ce qui quand même pour un poète est très difficile, et ce qui bien sûr va le transformer en grand symbole d'une Ukraine réduite au silence. Alors, il faut savoir que Taras Shevchenko a été célébré en URSS, donc à l'époque soviétique, comme combattant pour la liberté du peuple opprimé, des peuples slaves opprimés par l'autocratie, et dans l'Ukraine actuelle, il est célébré comme combattant, comme celui qui a lutté pour la liberté, bien sûr, du peuple ukrainien. Et donc, on voit qu'à nouveau, chaque camp, finalement, interprète, ou chaque période interprète le patriotisme de Shevchenko, la lutte de Shevchenko, en fonction de l'agenda politique. Mais revenons à 1847 et demandons-nous pourquoi tant de sévérité pour une petite confrérie, finalement très peu dangereuse pour le pouvoir tsariste. Alors, il faut se rappeler que dans l'Empire russe, la répression du particularisme ukrainien sera toujours très très forte. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Ukraine, c'est le fleuron de l'Empire. Et que laisser s'y développer en mouvement particulariste, eh bien, c'est perçu comme extrêmement dangereux. Et donc, en 1863, puis en 1876, deux circulaires très célèbres vont interdire l'édition de livres en ukrainien, ainsi que l'importation d'ouvrages en ukrainien édités à l'étranger. Et la circulaire, donc la loi, l'oukaz de 1863 contient une phrase qui est restée célèbre, que vous trouverez ici en français et en russe. La plupart des petits Russes, donc en russe malarossi, puisqu'on n'utilise pas encore à ce moment-là le terme d'ukrainien, donc la plupart des petits Russes eux-mêmes estiment qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y a pas et qu'il ne peut y avoir de langue petite russe distincte. Leur dialecte, utilisé par le simple peuple, c'est la langue russe, pervertie par l'influence sur elle de la Pologne. Et puis, il faut savoir aussi que le mouvement national ukrainien, qui est en train d'émerger à ce moment-là, eh bien, il doit faire face dans l'Empire russe à un mouvement national russe qui est important, qui va devenir de plus en plus important et qui touche tant les conservateurs que les libéraux. Et tous nient l'existence d'une nation ukrainienne, et cela jusqu'au début du XXe siècle. Et puis j'aimerais aussi rappeler que le combat des révolutionnaires ukrainiens contre le tsarisme est souvent le même que le combat des révolutionnaires russes, et l'exemple le premier qui m'était venu à l'esprit, eh bien, c'est Andrei Zhiliabov, donc, qui est né en Ukraine, qui est un célèbre terroriste dans l'histoire du mouvement révolutionnaire russe et qui a organisé l'attentat qui a coûté la vie au tsar russe Alexandre II en 1881. Eh bien, Andrei Zhiliabov, qui est né en Ukraine, il lutte pour améliorer, bien sûr, la vie du peuple, c'est vraiment sa lutte, la lutte de ces hommes, mais il ne lutte pas pour l'indépendance de l'Ukraine. Ce n'est pas un nationaliste ukrainien. Et puis,
Dernière chose dont il faut se rappeler, c'est que eh bien, les ressources, le charbon et le minerai de fer des régions d'Ukraine, Donetsk et de Kryvyi Rog font de ces régions la grande zone industrielle de l'Empire russe. Or, ce prolétariat qui travaille là, eh bien, il est en majorité russe, et donc il va engendrer un mouvement socialiste pour lequel la question ukrainienne n'est pas centrale. Alors, bon, bien sûr, les écrits de Shevchenko sont lus des deux côtés. Un mouvement ukrainien existe des deux côtés, mais on note cependant de réelles différences. Au XIXe siècle, les élites culturelles ukrainiennes sont largement russifiées dans l'Empire russe. L'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr l'écrivain Nikolai Gogol, qui est né à Poltava, donc en Ukraine, et qui certes écrit des récits ukrainiens, ces célèbres et ces très belles nouvelles ukrainiennes, mais il les écrit en russe et non pas en ukrainien. D'ailleurs, le bicentenaire de sa naissance en 2009 a donné lieu à une absurde querelle d'héritage russo-ukrainienne, puisque les Ukrainiens considèrent que Gogol est ukrainien et les Russes considèrent que Gogol est russe. Et donc, parmi l'élite plus politique, on ne pense pas vraiment à l'indépendance de l'Ukraine, mais on pense plutôt à un fédéralisme slave. C'est vraiment une idée qui est très forte à ce moment-là, c'est-à-dire une fédération de peuples libres et égaux, comme c'est par exemple le cas de Mikhailo Dragomanov pour les Russes. Et de l'autre côté, donc en Galicie, où les Ukrainiens ont une beaucoup plus grande autonomie culturelle, et d'ailleurs une certaine autonomie culturelle et politique, les Ukrainiens russes n'en ont pas du tout, eh bien, la situation, elle est différente. Le mouvement ukrainien, d'abord, il se développe surtout contre la domination polonaise, qui est très forte dans les campagnes ukrainiennes. Et le premier parti politique de tendance socialiste est fondé en 1890 par Ivan Franko, et dès 1895, une branche de ce parti va soutenir l'idée de la réunion de toutes les terres ukrainiennes, prélude à l'indépendance politique de l'Ukraine. Il faut savoir qu'en Galicie, les partis politiques mettent tous en avant, d'une façon ou d'une autre, l'enjeu national. Mais donc, en tout état de cause, au début du XXe siècle, malgré de profondes différences régionales, le mouvement national ukrainien a pris de l'ampleur en Galicie comme en Ukraine russe. C'est justement à ce moment-là que l'historien Mikhailo Khrouchtchevski, que j'ai mentionné tout à l'heure, va écrire sa monumentale Histoire de l'Ukraine russe, qui est une étape fondamentale dans l'élaboration de ce que l'on pourrait appeler d'un véritable récit national ukrainien. Mais voilà, le XXe siècle va contribuer en fait à renforcer les différences régionales dans les deux parties de l'Ukraine. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des révolutions et des guerres civiles, l'Ukraine n'est pas devenue un État indépendant. Les terres ukrainiennes n'ont pas été rassemblées en un seul État. Les raisons sont extrêmement complexes, faiblesse et division interne, hétérogénéité de sa population, localisation aussi dans l'épicentre du conflit, et puis surtout, peut-être, manque de soutien international. Et donc, les souverainistes ukrainiens de tous bords sont pris entre deux feux, et ils s'allient, selon les périodes, avec les forces qui leur semblent représenter la meilleure option pour l'Ukraine. Et dès 1921, la plus grande partie de l'Ukraine est soviétique. Et durant les années 1920, durant toutes les années 1920, la politique des nationalités des bolcheviks va contribuer à promouvoir les élites communistes nationales. Et d'ailleurs, pas seulement en Ukraine, mais dans toute l'URSS. C'est ce que l'on appelle la karénisatia, l'indigénisation. Nomination des nationaux aux postes de responsabilité, promotion des cultures nationales, de l'enseignement en langue nationale, même si le russe continue de jouer le rôle de langue véhiculaire. Mais bien sûr, et aussi si la construction de la nation, elle reste subordonnée aux intérêts du prolétariat, c'est-à-dire c'est la fameuse formule, nationale par la forme, socialiste par le contenu. Mais dès la révolution stalinienne par le haut à la fin des années 1920, c'est ce qu'on appelle le grand tournant, eh bien, des répressions vont venir s'abattre sur ceux que l'on appelle désormais les nationalistes bourgeois. Et comme à l'époque tsariste, elles seront fortes en Ukraine, région
stratégique et bien trop stratégique pour accepter l'idée d'un quelconque détachement ou d'une quelconque insoumission au pouvoir de Moscou. Et donc, après l'industrialisation et la collectivisation forcée, l'Ukraine est cassée. L'élite nationale qui s'était formée à peine pendant les années 20 est décimée, mais bien sûr, la plus grande tragédie de l'Ukraine, c'est la terrible famine de 1932-1933. Alors, rappelons rapidement les faits. La collectivisation massive des campagnes débute en 1929. Bien sûr, les paysans résistent. Entre 1931 et 1933, on a une série de famines qui va frapper plusieurs régions de l'URSS. Et comme le soulignent les historiens qui ont travaillé, les spécialistes de cette question, par exemple Nicolas Werth, il s'agit là d'une conséquence directe, mais non prévue des excès de réquisition et de la dékulakisation. Les régions les plus touchées, bon, le Kazakhstan, on ne le voit pas ici, 1,4 million de morts, les régions de la Volga, 800 000 morts environ, le Kouban, ici, environ 500 000 morts. Les chiffres sont toujours un peu difficiles à établir, évidemment, comme on peut bien le comprendre. Et puis surtout, l'Ukraine, plus de 4 millions de morts. Et donc, dès l'été 1932, la famine va frapper surtout les campagnes ukrainiennes qui sont agitées par des troubles paysans. Et cette famine est alors utilisée par Staline pour briser la résistance des paysans ukrainiens, la résistance à la collectivisation. Des répressions, d'ailleurs, et ce n'est pas non plus un hasard, vont s'abattre sur les élites politiques et intellectuelles de l'Ukraine. Et en janvier 1933, Staline va ordonner le blocus des campagnes ukrainiennes pour empêcher les paysans affamés de s'enfuir, ce qui, bien sûr, les condamne en quelque sorte à mort. Et donc, en juillet 1933, alors que la famine atteint le pic de son intensité, l'URSS exporte presque 2 millions de tonnes de blé pour financer l'industrialisation forcée du pays. Il faut savoir aussi que pour Staline, la paysannerie ukrainienne constituait la principale force du mouvement national ukrainien, comme l'ont aussi bien montré les historiens. Il considérait ce mouvement national comme le plus dangereux. Bon, pourquoi? D'abord en raison de sa résistance des paysans aussi à la collectivisation, mais aussi, il faut se rappeler, à cause de la proximité des communautés ukrainiennes qui étaient situées juste de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Pologne. Puisque durant l'entre-deux-guerres, la Galicie fait partie de la Pologne, comme d'ailleurs la Volhynie occidentale qui appartenait à l'Empire russe jusqu'en 1917. Ça veut dire que 5 à 6 millions d'Ukrainiens vivent en Pologne, environ 15 à 16% de la population. Et certes, durant les années 1920, on assiste ici à une polonisation dans le domaine culturel, linguistique et religieux, et donc on peut dire qu'il n'y a pas en Pologne d'ukrainisation, comme dans l'URSS des années 1920, mais il n'y a pas non plus, dans les années 1930, de goulag, de collectivisation et surtout de famine. C'est toutefois dans une situation de durcissement de la politique polonaise à l'égard de la minorité ukrainienne que l'organisation des nationalistes ukrainiens, l'OUN, est fondée en 1929. L'objectif de l'OUN, c'est de lutter contre l'oppression dont sont victimes les Ukrainiens de Pologne par tous les moyens, y compris par les actions terroristes qui vont avoir lieu à ce moment-là contre des personnalités politiques polonaises très importantes. Et c'est alors aussi qu'émerge, dans le contexte d'ailleurs de la montée des extrémismes en Europe, une idéologie nationaliste ukrainienne radicale, non démocratique, dont l'idéologue est Dmytro Dontsov. Et pour faire vite, l'idée qui guide ce mouvement est très simple, l'Ukraine appartient aux sols ukrainiens. Et tous ceux qui luttent contre cette idée doivent être combattus sans pitié. Et donc, on a, à la veille de la guerre, une situation extrêmement différenciée dans les deux parties de l'Ukraine. Or, ces expériences, eh bien, elles vont se cristalliser durant la guerre, qui constitue le plus grand nœud historique russo-ukrainien, mais aussi ukraino-ukrainien. Puisqu'on le voit aujourd'hui, les références à la guerre sont omniprésentes dans le conflit actuel. Alors, rappelons-nous, après le pacte germano-soviétique d'août 1939, l'URSS va occuper l'est de la Pologne. Selon la version soviétique, il s'agit bien sûr de libérer les frères de sang ukrainiens et biélorusses de l'impérialisme polonais,
Mais la soviétisation et la répression à l'égard de groupes divers de la population, opposants avérés ou potentiels, va refroidir nombre de ceux qui ont accueilli favorablement au départ les soviétiques. Et puis les Allemands vont envahir, on le sait aussi bien, l'URSS en juin 1941. Et avant de quitter dans l'urgence les territoires occupés ou les territoires libérés, selon bien sûr la version des faits, eh bien, les soviétiques vont exécuter des milliers de prisonniers politiques. Pendant l'occupation allemande, la population juive de tous ces territoires est anéantie, et à partir d'août 1943, les soviétiques vont commencer leur reconquête de l'Ukraine. Alors, dans les régions occidentales de l'Ukraine, eh bien, l'OUN, l'Organisation des nationalistes ukrainiens, est farouchement anticommuniste, antisoviétique. Et cette lutte s'est au départ faite aux côtés des nazis, dont les nationalistes ukrainiens pensaient qu'ils allaient soutenir l'indépendance de l'Ukraine. Mais la proclamation le 30 juin 1941 d'un État ukrainien indépendant déplaît fortement à Hitler, et Stepan Bandera, un des dirigeants les plus célèbres de l'OUN, est arrêté en juillet 1941 et il est envoyé au camp de Sachsenhausen, où il va rester jusqu'en 1944, et c'est pourquoi aujourd'hui certains Ukrainiens le perçoivent non pas comme un collaborateur des nazis, mais comme une victime des nazis. D'ailleurs, la question de la collaboration, c'est le grand nœud mémoriel entre la Russie et l'Ukraine, et entre les Ukrainiens d'ailleurs également. Puisqu'il faut savoir que durant toute la guerre, les Ukrainiens ont participé au combat, bien sûr que ce soit au sein des armées régulières, l'armée soviétique en premier lieu bien sûr, mais également au sein de mouvements de résistance auto-organisés. Et pour les nationalistes ukrainiens des régions occidentales, lutter contre les soviétiques a parfois justifié la collaboration, qui était alors présentée comme tactique. Il faut savoir que certains Ukrainiens ont aussi directement servi l'Allemagne, comme par exemple les 20 000 soldats de la division SS Galicie, qui a été créée en été 1943 et dont une partie sera anéantie en juillet 1944 dans la terrible bataille de Brody, près de Lviv, bataille donc contre les soviétiques. Mais la lutte des nationalistes en Galicie et Volhynie, donc des nationalistes ukrainiens, a aussi pris la forme d'une terrible lutte anti-polonaise acharnée entre les deux parties. Et en 1943, on va assister à une terrible escalade de violence qui est symbolisée par les massacres de Polonais en Volhynie, qui, selon les estimations des historiens, ont fait 80 000 victimes polonaises, et les attaques de villages ukrainiens en Pologne, qui, selon les estimations, ont fait environ 20 000 victimes ukrainiennes. Alors, dans le reste de l'Ukraine, c'est-à-dire l'Ukraine soviétique jusqu'à la guerre, la collaboration, elle relève d'une autre histoire. Tout d'abord, il n'y a pas de mouvement armé, militaire, qui est prêt à collaborer avec l'Allemagne pour atteindre un but national, mais par contre, il y a des auxiliaires dans les polices, les administrations locales, des gardiens de camp, des surveillants de lieux d'exécution de masse, etc. Certains forcés, d'autres volontaires. Bien sûr, il s'agit d'une question extrêmement douloureuse et complexe, et comme le souligne un des premiers historiens occidentaux à avoir écrit une histoire de l'Ukraine, Andreas Kapler, il l'a écrit en allemand, et cette histoire de l'Ukraine que je vous recommande a été rapidement traduite en français, c'est un excellent ouvrage. Comme donc le dit Andreas Kapler, l'historien doit se garder des accusations de responsabilité collective. Les Ukrainiens n'ont évidemment pas tous été des collaborateurs et des fascistes, et là d'ailleurs la plupart d'entre eux a aussi tout simplement subi, enfin tout simplement, c'est déjà beaucoup, la brutalité de la politique allemande. Alors, après la guerre, on a d'énormes déplacements de population qui ont lieu sur fond de résistance armée, de traques, d'actes de vengeance, qui vont durer jusqu'au début des années 1950 et qui vont exiger d'ailleurs des pouvoirs tant soviétiques que polonais, d'énormes efforts militaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les Ukrainiens se partagent l'Ukraine avec les Russes. Pourquoi ? Parce que la population juive a été exterminée, parce que 900 000 Polonais ont été déplacés dans les territoires situés plus à l'ouest qui ont été pris sur l'Allemagne, et que des centaines de milliers de Russes vont s'installer en Ukraine occidentale, soviétisée et en partie collectivisée.
Et donc, aujourd'hui, la guerre, elle est au centre des conflits mémoriels en Ukraine, mais également, bien sûr, entre l'Ukraine et la Russie. Et durant la présidence de Viktor Yushchenko, 2005-2010, eh bien, Viktor Yushchenko, le président, a en 2007 accepté les demandes des Ukrainiens qui exigeaient la condamnation du système soviétique qu'ils perçoivent, comme c'est le cas d'ailleurs dans les États baltes, comme un régime d'occupation. Et donc, en 2007, on a même un musée de l'occupation soviétique qui a été créé. Il en existe d'ailleurs aussi dans les États baltes, et d'ailleurs aussi en Géorgie. Et c'est aussi sous la présidence de Viktor Yushchenko que Stepan Bandera, donc ce dirigeant de l'OUN, a été promu, avec un autre aussi dirigeant un peu moins connu, raison pour laquelle je me concentre sur Stepan Bandera, il a été promu donc héros national ukrainien en 2010 pour sa lutte pour l'indépendance de l'Ukraine. Ce qui a suscité d'ailleurs une vague de protestations en Pologne, bien sûr, mais également en Israël. La Russie, elle, s'est raidie à ce moment-là, et l'Ukraine, en quelque sorte, pourrions-nous dire, s'est divisée encore un peu plus. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul monument de Bandera en Ukraine de l'Est, alors qu'il y en a énormément en Ukraine, donc en Galicie. En Galicie. Alors, le problème, c'est que ce récit ukrainien nationaliste, qui est farouchement anti-soviétique, eh bien, il dévalorise le combat des Ukrainiens soviétiques qui ont lutté au sein de l'armée soviétique pendant la guerre, et donc il dévalorise les Ukrainiens qui ne perçoivent pas le régime soviétique comme un régime d'occupation. Or, pour les nationalistes ukrainiens, eh bien, ces Ukrainiens, disons, soviétiques, ont lutté aux côtés de ce qu'ils considèrent comme un occupant, et donc, in fine, ils ont lutté contre l'indépendance de leur propre pays, de l'Ukraine. Et puis, dans ce récit, eh bien, le passé collaborationniste, le conflit polono-ukrainien, les crimes aussi commis au nom de la liberté ukrainienne sont largement passés sous silence. Une chercheuse, Delphine Bechtel, que nous avions invitée pour un colloque il y a quelques années, a montré qu'en 2006, au musée historique de Lviv, les organisateurs d'une exposition consacrée à la guerre s'étaient livrés à une sorte de révisionnisme. Les légendes avaient fait disparaître les lettres SS de la division SS Galicie, qui apparaissait uniquement comme division ukrainienne Galicie. Et de même, certains galons SS avaient été purement et simplement retirés des uniformes en vitrine. Et dans le même ordre d'idées, on peut comparer deux affiches de 2009 dans deux villes différentes d'Ukraine, à Lviv, donc en Galicie. Toute mention à une éventuelle collaboration est passée sous silence. Donc on voit ici, ils ont défendu l'Ukraine, division Ukraine-Galicie. Et par contre, à Zaporozhye, qui est situé plus à l'est de l'Ukraine, eh bien, on souligne au contraire que le 9 mai est le jour de la victoire soviétique contre la division SS Galicie. Donc on a souvent dit que le pouvoir russe a tenté de réhabiliter Staline, en particulier en 2007-2008, lorsque des manuels d'histoire dits pro-staliniens, et qui effectivement parlaient de Staline de façon assez élogieuse, on va dire, ont été publiés. Et j'ai d'ailleurs moi-même écrit des articles à ce propos. Néanmoins, la politique historique russe se comprend aussi à la lumière de la politique historique ukrainienne de 2005-2010, c'est-à-dire de la présidence de Viktor Yushchenko. Et certains chercheurs, en Ukraine mais également en Russie, considèrent que la politique historique russe résulte aussi des discours anti-russes, ou considérés comme anti-russes, de l'Ukraine et des États baltes. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2005, la pression va s'accroître, va se renforcer sur la Russie afin qu'elle reconnaisse que l'URSS n'a pas libéré, mais qu'elle a occupé les pays baltes à l'issue de la guerre et que cette occupation a duré de 1945 à 1991. Et en Russie, l'idée d'introduire une loi permettant, je cite, de punir les tentatives de falsification d'événements historiques qui porteront atteinte aux intérêts de la Russie émerge justement au lendemain du conflit entre la Russie et l'Estonie de 2007, lorsque le monument aux soldats de bronze, donc aux soldats de bronze soviétiques, est déplacé du centre de Tallinn dans un cimetière militaire plus excentré. Et donc, en tout état de cause, les relations russo-ukrainiennes se sont durcies,
malgré l'arrivée au pouvoir de Viktor Yanukovych en 2010, qui s'est d'ailleurs empressé de supprimer le titre de héros national qui avait été octroyé par Viktor Yushchenko à Stepan Bandera. Mais les relations russo-ukrainiennes ne se sont pas, du point de vue mémoriel, améliorées. Alors, bien sûr, on ne peut pas réduire le conflit actuel à des conflits mémoriels, mais force est de constater qu'ils sont omniprésents. On a toujours d'un côté ceux qui vouent une haine tenace au système communiste, qui évoquent les crimes du stalinisme et qui passent sous silence les aspects sombres de la lutte nationaliste ukrainienne. Et d'un autre côté, on a ceux qui restent fidèles au combat soviétique contre le nazisme et qui sont choqués par le fait que des bataillons ukrainiens, par exemple le bataillon Azov, celui d'ailleurs qui a défendu la ville de Mariupol et qui maintenant défend encore aujourd'hui la ville de Mariupol, qui est la ville située vers la mer Azov, là où les séparatistes se sont arrêtés, et bien que le bataillon Azov puisse arborer les insignes nazis. Et ces mêmes Ukrainiens, en particulier à l'est de l'Ukraine, ne comprennent pas qu'en Galicie, on puisse se revendiquer des héros controversés de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, ces habitants des régions de l'Est, l'extrême Est de l'Ukraine, ont le sentiment de n'être ni reconnus, ni entendus par les partis ukrainiens, disons, pour faire rapide, les partis orangistes. La famine de 1932-1933 est un autre symbole des mémoires divisées en Ukraine. Il faut savoir que la mémoire de la famine a été occultée, évidemment, durant le régime soviétique, mais qu'elle est très rapidement remontée à la surface dès 1991 en Ukraine. Différentes organisations pro-souverainistes en Ukraine, secondées par la diaspora ukrainienne, vont alors œuvrer ou ont œuvré dès l'indépendance pour que la famine soit reconnue comme un génocide contre le peuple ukrainien. Et à nouveau, le rôle de Viktor Yushchenko, qui a été porté au pouvoir par la révolution orange en 2004 et qui a été soutenu par la diaspora ukrainienne, alors que son concurrent Viktor Yanukovych, qui a donc était lui soutenu très fortement par la Russie et personnellement par Vladimir Poutine, eh bien, le rôle de Yushchenko est à nouveau central. C'est sous sa présidence, en 2006, que le terme « Holodomor », c'est-à-dire littéralement « meurtre par la faim », est fixé par une loi sous sa présidence. Mais si la reconnaissance de la famine comme génocide est acceptée en Galicie, qui d'ailleurs paradoxalement n'a pas souffert de la famine. Pourquoi ? Parce qu'elle faisait partie du territoire de l'État de la Pologne, mais qui rejette par contre viscéralement l'expérience soviétique, eh bien, paradoxalement aussi, en Ukraine de l'Est, où la famine a le plus frappé, par exemple la région de Kharkiv, ne se reconnaît que très peu dans cette vision génocidaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que derrière l'idée que la famine fut un génocide, eh bien, on trouve l'argument ethnique qui est rejeté par ceux qui disent que les Ukrainiens, d'abord, n'ont pas été les seuls à avoir subi cette famine, mais surtout, et peut-être encore plus important, on trouve une opposition tenace au régime soviétique et l'idée d'une nation victime de ce que l'on appelle l'occupation soviétique. Une historienne ukrainienne, Olga Ostritchouk, cite dans son ouvrage, apparu il y a peu, Les Ukrainiens face à leur passé. Elle cite l'exemple de Lugansk, là où sont les séparatistes aujourd'hui, une région qui est opposée à qualifier la famine de génocide. Elle explique avec des photos que là, à la différence de la Galicie, les monuments érigés à la mémoire de la famine ne comportent pas de mention accusatrice envers le régime communiste. Et donc, Olga Ostritchouk estime que, à juste titre me semble-t-il, que si la famine peut fonder une identité nationale convergente, puisque tous les Ukrainiens commémorent la famine chaque année, eh bien, cela ne pourra se faire autour de la perception ethnique et génocidaire de la famine. Aujourd'hui, la situation persiste en quelque sorte. J'ai été regarder comment chaque année, en novembre, l'Ukraine a commémoré la famine. Et à Mariupol, donc toujours cette ville là où les séparatistes sont à la porte de cette ville, donc une ville située vraiment à l'est de l'Ukraine, les discours officiels, de ce que j'ai pu lire, n'ont pas mentionné de régime totalitaire, ils n'ont pas non plus accusé la Russie. Et comme sur les monuments que l'on voit ici, c'est le même, mais je voulais que ceux qui comprennent puissent simplement lire ce qui est écrit, eh bien, on a évoqué les victimes du Holodomor, mais on a aussi
évoquer les habitants du Donbass, donc ceux qui sont maintenant dans cette région qui est encerclée et fermée en quelque sorte, hein, et on a rappelé que, eh bien, aujourd'hui, les habitants du Donbass n'ont presque plus rien à manger, et que de nouveau, il y a une catastrophe qui se met en place, mais sans vraiment accuser aucune personne. À Kiev, par contre, comme on le voit ici, Holodomor, génocide, nous nous souvenons, eh bien, le génocide a été au centre des commémorations, donc lieu du nouveau pouvoir ukrainien. Et puis enfin Lviv, mais là je n'ai pas trouvé de photos qui pouvaient le montrer, eh bien, les discours par contre, on a évoqué les victimes du régime soviétique totalitaire et on a clairement fait le lien avec la situation actuelle, c'est-à-dire la Russie à nouveau veut détruire l'Ukraine. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Comme beaucoup d'historiens, de sociologues, de politistes l'ont dit depuis déjà 1991, le premier peut-être à l'avoir dit, c'est d'ailleurs déjà Andreas Kapler, en Ukraine, la solution ne peut être que dans la reconnaissance des différences régionales, qu'elles soient historiques, culturelles, linguistiques, politiques ou identitaires. Cela signifie le rejet d'une identité nationale, c'est-à-dire au sens ethnique de ce terme, et il faut aussi souligner, d'ailleurs comme le rappelle aussi Olga Ostritchouk, que ne pas criminaliser à tout prix en passé soviétique qu'une partie des Ukrainiens ne perçoit pas comme une occupation étrangère, ne signifie pas non plus que l'on rejette l'idée de l'indépendance de l'Ukraine. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, la version tant nationaliste que soviétique de l'histoire passe toujours sous silence la question des responsabilités. La Russie, le pouvoir russe, met en avant le sacrifice du peuple soviétique, sans lequel, estime le pouvoir, l'URSS n'aurait pu gagner la guerre. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que dans certains manuels d'histoire dit justement pro-stalinien, on ne cache pas les répressions, au contraire, on expose les chiffres, on explique la situation telle qu'elle a réellement été, et d'ailleurs on exprime même une certaine empathie pour les victimes, mais comme le sacrifice était guidé par les intérêts de l'État et que l'État a eu raison, eh bien, on ne s'interroge pas sur le caractère criminel des répressions, comme par exemple la question de la famine de 1932-1933, même si évidemment on la déplore comme en crime, enfin même pas en crime, mais comme en avatar du stalinisme en quelque sorte. L'Ukraine, quant à elle, elle se positionne comme une nation, disons, qui aurait été victime des deux totalitarismes, ce qui lui permet de rejeter la responsabilité de tous les massacres et opérations punitives effectuées durant la guerre sur les soviétiques et les Allemands. Et donc, bref, des deux côtés, bien peu sont ceux qui reconnaissent ne fût-ce qu'une seule erreur du passé. Or, la réconciliation, me semble-t-il, ne pourra avoir lieu que lorsque les acteurs de tous les camps prendront en compte la mémoire de l'autre, qu'il soit russe, juif, polonais et ukrainien. Alors j'aimerais pour finir dire quelques mots sur la situation linguistique, ça me prendra 2 minutes au maximum, puisque là aussi l'histoire permet d'expliquer son importance. On l'a vu, la répression de la langue ukrainienne a été utilisée par la Russie puis par l'URSS pour étouffer les aspirations ukrainiennes. Il faut savoir qu'une pression assimilatrice forte a encore eu lieu dans les années 1970, donc à l'époque soviétique, et qu'au début de la perestroïka, la langue ukrainienne a reculé partout, sauf à la campagne où elle domine toujours. Et d'ailleurs, d'après le recensement de 1989, seuls 19% de Russes parlaient en Union soviétique la langue nationale de la République dans laquelle ils habitaient. Et donc, l'ukrainisation est souvent considérée en Ukraine comme un correctif apporté à la russification qui durait depuis extrêmement longtemps. Mais bien sûr que les Russes parlent d'ukrainisation artificielle. Et certains exigent un statut de seconde langue d'État pour le russe, une demande qui est soutenue largement par la Russie, pour qui la perte de son statut d'empire reste extrêmement douloureuse et qui ne se reconnaît pas toujours dans ses nouvelles frontières, comme la Crimée l'a montré très bien dernièrement.
Et donc, pour les Russes d'Ukraine, il a été en quelque sorte très difficile de passer du statut, disons, de minorité dominante, et il faut bien le dire aussi privilégiée, à celui de minorité tout court. Mais j'aimerais néanmoins souligner qu'en Ukraine, la loi sur l'utilisation de la langue officielle n'est pas très contraignante, et surtout qu'elle accorde des droits importants aux régions, et qu'il y a beaucoup de différences entre la loi et entre la pratique. Mais par contre, la question linguistique, elle est centrale parce qu'elle a une haute importance symbolique. Et d'ailleurs, de nombreux chercheurs, donc sociologues et politologues, ont montré qu'elle est attisée à chaque fois durant les conflits politiques et qu'elle est utilisée à chaque période électorale. Dans de nombreuses villes d'Ukraine, par exemple comme ici, la ville de Kharkiv, je voulais vous montrer quelques affiches, eh bien, on voit que le russe est largement utilisé dans la vie de tous les jours, dans les écoles aussi, de nombreuses écoles russes dans les régions de l'Est de l'Ukraine, beaucoup plus d'écoles russes dans l'Est et d'écoles ukrainiennes à l'Ouest, et dans les écoles, dans les administrations, etc. Mais attention, et c'est là que les choses sont plus complexes que ce que l'on présente parfois, cela ne signifie pas que leurs habitants se pensent russes ou se disent russes et souhaitent d'être attachés à la Fédération de Russie. Et il est d'ailleurs probable que suite aux événements présents et avec les changements de génération, les Ukrainiens se sentiront de plus en plus ukrainiens. Ce que l'on observe actuellement, c'est que le nationalisme ukrainien gagne aussi les régions du centre et de l'est du pays. Alors certes, comme l'a écrit un journaliste dans un article que j'ai lu dernièrement, la Russie a gagné des territoires de l'Ukraine, mais elle semble avoir perdu les Ukrainiens. Je dirais que j'ai parlé encore dernièrement avec un collègue de Kharkiv, un philosophe donc, de Kharkiv, qui est donc, disons, de ma génération, c'est-à-dire qui a été à l'université encore à l'époque de la perestroïka soviétique. Et ce qu'il me disait, c'est que sa langue donc, maternelle, au fond, c'est le russe, puisqu'à l'époque soviétique, c'était le russe qui était la langue principale, qu'il comprend bien sûr extrêmement bien l'ukrainien, il le lit, il le comprend, il le parle aussi, mais il est moins à l'aise, mais que son fils de 23 ans, eh bien, il parle russe à la maison avec lui, donc il est totalement bilingue. D'ailleurs, je connais beaucoup d'Ukrainiens, et même ici présents dans cette salle, qui sont bilingues. Et ce qui fait d'ailleurs la grande richesse aussi et la particularité de l'Ukraine. Et ce qu'il me disait, c'est que son fils de 23 ans, eh bien, évidemment, qu'il utilise beaucoup plus l'ukrainien que le russe, puisque entre le choix d'une école russe et d'une école ukrainienne, eh bien, les parents l'ont envoyé dans une école ukrainienne, puisque c'est quand même la langue d'État et que pour trouver du travail en Ukraine, c'est plus simple quand même de maîtriser l'ukrainien. Et que pour son fils de 23 ans, l'Ukraine, c'est son pays, il n'en connaît pas d'autre, et donc le fait qu'il soit bilingue et qu'il parle le russe ne signifie pas encore qu'il se sente russe, et que les événements qui ont eu lieu actuellement, eh bien, ont contribué au contraire à le transformer en nationalistes ukrainiens, et cela alors qu'ils sont à la frontière Kharkiv est à la frontière de la Russie. Et donc, je dirais malheureusement, parce que j'étais très optimiste au début du conflit et je suis devenue plutôt pessimiste maintenant. Le conflit actuel, l'annexion de la Crimée dont on ne parle plus, mais qui ancre les relations russo-ukrainiennes dans un conflit de longue durée, ont en quelque sorte bouleversé la situation qui prévalait depuis 1991. Et je dirais également qu'une page s'est définitivement tournée, la page de 1991, et que malheureusement, elle ne s'est pas tournée comme on l'aurait voulu. Et il y a de fortes chances pour que les deux récits nationaux, le récit russe et le récit ukrainien, s'éloignent encore un peu plus dans les années qui viennent. Et il est donc aussi fort probable, malheureusement, que la question de l'héritage de la Rousse, que j'ai mentionné au tout début de mon exposé, fasse encore pour longtemps partie du chapitre des questions difficiles pour les enseignants d'histoire, tant russes qu'ukrainiens. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Corinne pour ce magnifique panorama complet, complexe. Il y a des personnes qui vont sortir, mais peut-être d'autres qui voudraient poser des questions. Donc on a des gens avec des micros. Si vous voulez poser des questions, il faut juste... Voilà, il y a
Alors là, il y a un monsieur... Florian, oui. J'ai dû parler plus lentement. Non, c'était pas j'ai dû parler plus lentement. Oui, merci. Oui, bah alors je te prends. D'un point de vue linguistique, excusez-moi. Il est là. Oui, je vous écoute. D'un point de vue linguistique, y a-t-il intercompréhension entre les Russes et les Ukrainiens ou ces langues sont-elles aussi... Attendez, parce que je vous entends pas. Je suis Pardon, désolée. comme ça peut-être. Oui. Non, mais c'est parce que je crois que... Non, mais je crois que c'est pas le plus fort. Ça. Oui, si vous parlez plus fort, peut-être. Comme ça. Voilà, vous, Oui, oui. bien, on attend 2 minutes. Vous m'entendez? Oui. Parfait. D'un point de vue linguistique, y a-t-il intercompréhension entre les Russes et les Ukrainiens ou leurs langues sont-elles aussi éloignées que le sont, par exemple, le français et l'italien? Alors, ce que l'on dit, ce que disent les spécialistes, hein, les linguistes, ce que je ne suis pas, c'est que en fait, l'ukrainien et le russe sont proches d'un point de vue grammatical, mais que d'un point de vue du vocabulaire, l'ukrainien est proche du polonais. Et donc, voilà. Alors, moi, je comprends l'ukrainien si on le parle lentement et si je peux le lire, mais je ne le comprends pas, je ne peux pas parler en ukrainien. Donc, l'ukrainien est une langue, bien évidemment, une autre langue que le russe. Mais je pense que je ne sais pas, il faudrait demander à des Russes s'ils se comprennent entre... Je pense que pas forcément, ce sont 2 langues différentes. Mais par contre, la grammaire, évidemment, il y a des points communs. Alors, il y a une question là, je crois, voilà. Et puis, il y en aura une encore au fond. J'espère qu'on vous a vu, je pense. Ah oui, peut-être que madame veut répondre sur la langue. Ouais, pendant qu'on est au sujet de la langue, bon, j'ai vu que l'affiche qui apparaissait sur l'écran datait du mois de février, mais je tiens à préciser quand même que désormais, toutes les communications se font en ukrainien, paraît-il, et que pour les personnes russophones, disons qui n'ont pas 23 ans, qui sont un peu plus âgées, c'est très, très compliqué, très difficile de s'y retrouver parce que voilà, il y a quand même des différences. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on m'a dit aussi, mais là, de nouveau, c'est une question d'actualité et c'est très compliqué. En fait, il faudrait être dans chaque ville et pour voir comment ça se passe, comment les choses ont évolué ces derniers mois. Ce que l'on m'a dit, c'est qu'à Kiev, qui est une ville russophone où les gens parlent beaucoup le russe, depuis le conflit, ce que plusieurs personnes m'ont dit, c'est qu'il y a un refus de parler russe. C'est-à-dire justement que, ben voilà, il y a aussi un sentiment national ukrainien qui a littéralement explosé et que donc on se met de plus en plus à parler ukrainien. Et c'est que dans ce sens-là, que je disais que ce conflit finalement est en train de ukrainiser, au fond, de rassembler les Ukrainiens autour de ce conflit. Et certains disent même que finalement, un collègue d'Ukraine a écrit, je l'ai lu, que finalement, eh bien, Vladimir Poutine était en train de faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire pendant tant d'années, c'est-à-dire de rassembler, de souder la nation ukrainienne. Et donc effectivement, la question de la langue, elle est capitale parce qu'elle est au centre elle est très symbolique, justement, puisque c'est par la langue qu'on a essayé d'étouffer les aspirations ukrainiennes et que c'est à travers la langue qu'on a voulu donc faire de la nation une nation ukrainienne. Donc évidemment que c'est très sensible, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on entend aujourd'hui qu'en Crimée, à l'époque, donc quand la Crimée était ukrainienne, il n'y avait pas d'école en russe, il n'y avait pas d'école en tatar. Non, en Crimée, la majorité des écoles étaient en russe. Et en fait, ce que l'on remarque, c'est qu'il y avait, depuis le retour des Tatars en Crimée, donc après la perestroïka, il y a eu des écoles, dans les années 1990-2000, d'après les statistiques de ce que j'ai pu voir, parce que de nouveau ce n'est plus de l'histoire mais c'est presque de la sociologie, il y avait plus d'écoles en tatar en Crimée qu'il n'y avait d'écoles en ukrainien. Et ça, donc vous voyez que les choses elles sont quand même assez, disons, complexes. On sait aussi que dans la région de Lugansk et Donetsk, la plupart des écoles étaient en langue russe et qu'il y avait peu d'écoles en ukrainien, qu'à
à Kiev, les choses étaient un peu plus équilibrées, mais quand même avec un peu plus d'écoles en ukrainien. Et que, comme me l'a dit encore dernièrement un collègue, un historien ukrainien spécialiste de ces questions, il me disait, mais finalement, il faudrait, pour avoir une vision précise, il faudrait aller dans chaque ville, mais pas seulement dans chaque ville, mais dans chaque quartier, dans chaque école, et demander comment ça se passe aussi dans la classe. Parce que, évidemment, que ce qui se passe, les lois et la théorie est très différente de la pratique. Par exemple, ce n'est pas évident qu'une école russe se transforme en une école ukrainienne, tout simplement parce que ça pose la question aussi d'enseignants qui soient capables d'enseigner en ukrainien. Et à l'inverse, par exemple, en Galicie. Donc les questions de langue sont extrêmement compliquées, mais ce que moi je remarque, c'est que tous les Ukrainiens que je connais, qu'ils soient de Lviv ou qu'ils soient de l'Est, et à l'Est, j'en connais quand même aussi beaucoup, eh bien, tous se comprennent. Et tous, chacun, on voit aussi ça à la télévision, on passe d'une langue à l'autre sans même, des fois, s'en apercevoir. Oui, monsieur. Добрый вечер. Добрый вечер. Non, vous avez dit que la Russie veut, elle est en train de détruire l'Ukraine. Mais vous n'avez pas dit que la Russie, à la porte de la Russie, elle a les forces de l'OTAN, dirigées par l'Empire américain. Et vous n'avez pas... Non, on va peut-être laisser monsieur finir sa question. Oui, mais je sais. Et puis, la professeure Amacher avait 1 heure pour parler de 500 ans d'histoire. On peut imaginer qu'il y a des choses qu'elle n'a pas dites. Madame, vous n'avez pas non plus répondu à la question fondamentale qui préoccupe le peuple entier. Pourquoi la révolution de Maïdan, dirigée, encouragée, financée par l'Occident, par les ONG américaines et par l'Union européenne, a détruit l'Ukraine et a ouvert la souffrance des deux peuples. Donc, la racine est une seule, la racine politique, la racine historique. C'est la langue russe, c'est la slave. Mais qui est le responsable pour cette tragédie? Ce n'est pas l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Ils sont détruits. Est-ce que vous acceptez que la révolution de Maïdan a refusé à décréter l'interdiction de la langue russe dans la partie orientale de l'Ukraine? Comment vous expliquer? Est-ce que c'est légal sur le point de vue du droit international? Oui, peut-être la question... Monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Vous n'avez pas répondu non plus. Est-ce que vous pouvez poser une question courte? Il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. L'Union européenne a reconnu Kosovo, l'indépendance, l'autodétermination de Kosovo. Il n'a pas, il ne peut pas, l'Union européenne ne peut pas... Monsieur, écoutez, je comprends votre... Oui. Écoutez, juste une peut-être remarque. Monsieur, je comprends votre préoccupation. La question, évidemment, actuelle de l'OTAN, des relations entre les États-Unis, l'Union européenne, l'Ukraine, la Russie, évidemment, est centrale. Tout cela fait partie de la géopolitique. Et donc, effectivement, il s'agissait ici de retracer l'histoire, raison pour laquelle je n'ai pas voulu, et je l'ai dit au départ, parler de l'OTAN. Mais vous avez raison, c'est une question fondamentale, évidemment. Et à partir de là, je peux très bien vous donner mon avis, mais ce sera un avis que chacun peut donner dans cette salle, et puis on ne va pas forcément trouver un point d'entente. Et le but de cette conférence, c'était plutôt d'essayer de montrer qu'il faut pas construire des murs, mais plutôt des ponts. Et c'est mon vœu le plus cher pour l'Ukraine et la Russie. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions, pas énormément. Est-ce que vous pouvez faire des questions courtes? Salut, on y va. Et puis, merci d'avoir essayé ou presque pu être objectif pour l'Homme d'Or. Mais je viens
avec une question. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez parlé d'émigration des Tatars, alors qu'ils ont été fortement, souvent déportés. Et je viens à ma question principale, directement liée à votre sujet. À quoi servent? Quel était le but? Pourquoi a-t-on maintenu ces États tampons plus ou moins artificiels qui s'appellent Moldavie, Biélorussie, l'histoire étrange de la Bucovine? Ça servait à qui ces points d'achoppement, si ce n'était prétexte à des conflits ou des histoires de frontières? Merci. Oui, bon, là, il y a l'histoire des Tatars, il y a la Bucovine, il y a la Moldavie, donc ça fait beaucoup. Et puis... Oui. Et puis, ça dépend encore quelle période, bien sûr. Si on pense par exemple à la Bessarabie, qui a été intégrée à l'Empire russe en 1812 et que l'Union soviétique n'a jamais accepté la perte dans l'entre-deux-guerres, qui était considérée comme une terre irrédente par Staline, et donc qui a été transformée après la Seconde Guerre mondiale, qui a donné cette république de Moldavie, et puis avec le problème qu'on connaît aujourd'hui avec la Transnistrie. Mais voilà, ça, ce sont des questions qui sont évidemment complexes, et voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a le micro déjà? Ah, d'accord. Alors? Il faut le donner à la première personne que vous voyez parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La question que je voudrais poser, c'est à l'historienne. Hein. C'est pourquoi... Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Ici. D'accord, ok. Est-ce que vous regardez dans la direction opposée? Pourquoi vous n'avez pas parlé de Marno, par exemple? Ah oui. Alors je vous réponds tout de suite. Parce que ça permet de mieux comprendre une certaine homogénéité de l'Ukraine de l'Est et de l'Ouest. Parce que le mouvement de Marno ressemblait un peu au mouvement de l'armée insurrectionnelle à l'Ouest. Oui, bon, à vous dire vrai, je n'ai pas parlé de la révolution, de la guerre civile, parce que quand j'ai préparé cette conférence, j'ai dû faire des choix qui m'ont été très difficiles, je dois dire, parce que l'épisode de la révolution et de la guerre civile est bien sûr fondamental et extrêmement intéressant, mais que ça a été un choix, parce que je me suis dit que si je parlais de Marno, il fallait que je parle de Simon Petlura, de Letman Skoropadsky, il fallait que je parle de Khrouchtchevski, il fallait que je parle de toute cette situation. La guerre civile en Ukraine, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc là, je me suis dit, bon, tant pis, désolé. Mais vous avez raison. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de toutes les prendre parce qu'on va devoir partir bientôt. Ben, on va en prendre encore 3, et rapidement, s'il vous plaît. Alors ici... Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut passer de l'autre côté. Alors, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Je l'ai vraiment appréciée. Je suis ukrainienne, je viens de Donetsk, je suis russophone et j'ai une question par rapport à ces deux mythes que vous avez présentés, le mythe historique, disons, ukrainien et le mythe historique russe. Lequel de ces mythes est plus présent en Europe dans le sens comment et pourquoi? Merci. C'est-à-dire, vous dites le mythe, lequel de l'État russe ou l'État ukrainien? Les visions de l'histoire, oui. Alors, ça dépend en fait des historiens. Moi, ce que j'ai voulu dire en introduction, c'est que justement, nous, on a été élevés, éduqués dans la vision russe. Puisque je vous rappelle quand même que jusqu'à la chute de l'Union soviétique, même nous, on disait souvent russe pour soviétique, c'est-à-dire que c'était le terme qui était utilisé. Si vous regardez encore des ouvrages d'histoire qui datent de certaines années, mais même encore aujourd'hui, on utilise le terme Russie au lieu du terme de rousse, ce qui, à mon avis, n'est pas juste. Il faudrait faire très attention aux termes que l'on utilise et ne pas parler de Russie quand il s'agit de la Rousse. Et de ne pas parler non plus de Russie quand il s'agit d'un État qui s'appelle la Moscovie. Et donc on retrouve ce genre
de choses encore aujourd'hui, mais évidemment que l'historiographie occidentale a eu un véritable réveil à partir de 1991, et j'ai cité Andreas Kapler qui a été le premier justement, et je me suis quand même beaucoup basée, je me base beaucoup sur ceux qui ont écrit et qui ont aussi remis en question tous ces mythes, enfin toute cette vision russe de l'histoire, et qui toujours commence à expliquer la difficulté de l'utilisation, ou le caractère non neutre de l'utilisation des termes. Et donc, beaucoup d'historiens, et je pense en faire partie, on est beaucoup plus attentifs maintenant à choisir les termes que l'on utilise, et c'est d'ailleurs une chose que je dis très souvent à mes étudiants, attention là, à ce terme, il n'est pas neutre, si on utilise ce terme-là, cela veut dire ça, donc voilà. Mais après, évidemment que l'historiographie occidentale, elle vient de loin, donc cela prendra encore du temps, mais je dirais qu'elle a beaucoup évolué. Et que maintenant, d'ailleurs, on ne parle plus, et je pense que c'est aussi depuis la chute de l'Empire, de l'Union soviétique, la chute du communisme, on a dans l'historiographie, on appelle ça le imperial turn, c'est-à-dire justement le tournant impérial, où on regarde maintenant les empires, mais pas seulement l'empire russe d'ailleurs, de façon totalement différente. Et donc où on prend en considération, je dirais que pour les étudiants aujourd'hui, étudier l'histoire de la Russie est devenu très difficile. Parce qu'à mon époque, c'était simple. Il y avait la Russie, et donc, à partir de là, tout se construisait de façon linéaire, et puis on ne savait pas trop bien ce qui se passait dans les périphéries. Alors aujourd'hui, les pauvres étudiants, on leur dit, attention, il y a la Russie, mais il y a aussi l'Asie centrale, il y a le Caucase, il y a le Nord, il y a l'Ukraine, et puis l'Ukraine, c'est pas si simple, et puis les pauvres étudiants, ils disent... Voilà, mais bon, en même temps, je pense que c'est plus près de la réalité. Je vois des visages étudiants dans la salle qui rigolent et je sais bien pourquoi ils rigolent. Alors, on va prendre une dernière question. Je vois que monsieur a très très envie d'en poser oui. une. Attendez, monsieur, Merci si c'est court et si c'est historique. Aussi court et précis. Non, historique aussi. Et historique et actuel. Autant que la disparition forcée des personnes, une thématique qui a été reconnue à l'échelle internationale, on a aussi établi sa traçabilité quelque part dans un pays en Amérique du Sud. De nos jours, on reconnaît. Et je veux dire, l'Holodomor aussi aura sa dimension internationale. Et son origine, c'est en Ukraine. Parce que l'acte de tuer, il y a d'autres peuples qui ont souffert sur l'Holodomor. Mais je ne vais pas vous poser une question sur l'origine étymologique du mot Holodomor, mais ma question sur le démantèlement ou peut-être réunion du pays. Si vous pouvez un peu expliciter brièvement. Merci beaucoup. De l'Ukraine, donc. Oui. Démantèlement ou... Rassemblement. Ou le rassemblement, oui. Mais constitution territoriale. Est-ce que vous voulez mon pronostic, c'est ça? Comment c'était, comment ça pourrait y être? Comment ça? Comment ça a été, comment ça pourrait y être? Si c'est en 3 empires, 4 empires? Avec 3 empires ou 4 empires? Non, mais ça, je mentionnais simplement les paroles de certains hommes politiques russes, en l'occurrence il s'agissait de Zhirinovsky, qui, comme on le sait, dit des choses parfois très particulières, et qui disait, mais finalement, l'Ukraine, il suffit, on en donne en bout à la Pologne, puis la Biélorussie, et puis la Russie. Donc il disait cela d'une façon un peu, disons, à la façon de Zhirinovsky. Les Russes savent très bien qui est cet homme politique. Mais derrière l'idée, ce que je voulais montrer, c'est que l'idée est dangereuse parce que finalement, il y a quand même des personnes qui le pensent, c'est-à-dire qui pensent que l'Ukraine est en état artificiel et que finalement, qu'il n'existe pas en tant que nation. Et il y a des hommes politiques russes qui le disent très souvent. Et c'est ça qui me semble dangereux, et c'est aussi la raison pour laquelle les Ukrainiens se sentent constamment menacés dans leur identité ukrainienne. Parce qu'on a beaucoup de personnes, et pas seulement en Russie,
qui disent encore aujourd'hui, mais finalement, l'ukrainien, la langue ukrainienne, ça n'existe pas, et puis cette Ukraine, elle n'existe pas, et puis, etc., etc. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais cela, et en me disant que, finalement, il y aurait d'autres États dans le monde dont on pourrait aussi commencer à se dire, voilà, il y a 300 ans, c'était à nous, finalement, ce ne serait pas justifié, ce serait plus justifié. Moi, cela me semble très dangereux. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Corinne Amacher, pour cette belle soirée.